Aujourd'hui, diffraction par une ouverture rectangulaire. Donc il s'agit d'un exemple de diffraction bidimensionnelle. Voici le schéma. On a en réalité une fente, une ouverture rectangulaire qui est percée dans un écran opaque. Alors sa largeur c'est A, sa hauteur ici on va l'appeler B. Et donc tout ce qui nous intéresse, nous, c'est de prédire l'amplitude complexe de l'onde au point M quand on va éclairer cette fente ici, et, enfin donc toute l'ouverture rectangulaire, par une onde plane dont on supposera qu'elle arrive en incidence normale, et ça va donc correspondre de notre point de vue à une amplitude qui sera homogène sur toute l'ouverture. Alors cette amplitude homogène, on n'a qu'à la noter, on peut la noter A à 0. C'est l'amplitude donc de l'onde incidente. On va supposer que cette amplitude est intégralement transmise quand l'écran est ouvert, transparent, et elle est intégralement arrêtée quand c'est opaque, donc l'amplitude est nulle juste après l'écran, là où il est opaque. On a besoin de repérer les positions de P et de M, et on a besoin de pouvoir les faire varier, donc on va donner des noms différents à leurs coordonnées. P, on va dire qu'on le repère par X', Y', et puis ici Z égale 0 puisqu'il est dans le plan initial, le plan donc de la transmittance, on en reparlera tout à l'heure, alors que le point M, lui, on va le repérer par ses coordonnées habituelles, X, Y, Z. Voilà. Maintenant qu'on a placé ces choses-là, on a aussi quand même besoin de préciser un tout petit peu ce qu'est le vecteur U qu'on va utiliser juste après. Donc ça, c'est la droite qui lie O à M, et elle est dirigée par un vecteur unitaire U. Et ce vecteur, en réalité, c'est OM sur OM. Alors, on va avoir besoin donc de faire d'utiliser ce vecteur unitaire pour faire plus précisément le produit scalaire OP, scalaire U. Et dans notre cas, on peut le regarder tout de suite, ça fait OP scalaire OM sur OM. Ça, c'est un produit scalaire. Et comme P est situé dans le plan Z égale 0, ce produit scalaire est relativement simple. Ça va être X plus Y sur OM. Et OM, comme on est dans l'approximation par axiale, OM, ici, on va supposer que c'est à peu près Z. Ce qui fait qu'on va retenir comme expression pour notre produit scalaire, pour la suite, que OP scalaire U, c'est X plus Y sur Z. Voilà. Alors, justement, quelle est l'expression de l'amplitude en M? On sait qu'elle est proportionnelle à l'intégrale de l'amplitude au point P, multipliée par une phase, moins IK, donc c'est là qu'apparaît notre produit scalaire OP scalaire U, dp. Quand on a écrit ça, on n'a un peu rien écrit puisqu'on n'a pas spécifié encore quelles étaient les variables sur lesquelles on intégrait. On n'a pas dit si c'était une intégrale à une ou deux dimensions. Ici, comme on est dans une situation bidimensionnelle, en réalité, ce dp là, c'est un élément de surface. Et comme on repère notre système de coordonnées on repère P par un système de coordonnées cartésien, cet élément de surface, ça sera juste Tx', Ty'. Ici, l'amplitude, elle va valoir A0 à l'intérieur de la fente, de la fente de l'ouverture. Et 0 ailleurs. Et puis évidemment, comme on est en train de faire une intégrale sur un élément de surface, ici, ça devient une intégrale double. Et donc, on peut dire que l'amplitude au point M
est proportionnel à l'intégrale de donc A0. Alors une intégrale, ouais, on va plutôt spécifier les bornes. C'est une intégrale hop, sur x' sur y' de A0 exponentielle moins ik. Et on a ici du x' plus y' sur z dx', dy'. Et on intègre entre moins a sur 2 et plus a sur 2. Et entre moins b sur 2, ça c'est pour y', et plus b sur 2. Alors on va faire ce calcul de deux façons différentes. D'abord de façon relativement rapide, de façon relativement pédestre, et ensuite de façon relativement rapide en utilisant les transformés de Fourier. Pour faire ça, alors on fait le calcul déjà standard. Ce qu'on sait, c'est que l'exponentielle, on peut la scinder en deux, c'est-à-dire écrire que c'est moins ik x sur z, exponentielle moins ik y' sur z. Et ça, on peut aussi sortir le a de l'intégrale. Ça fait que toute notre intégrale va être scindable en deux. Elle est séparable. On va écrire donc que l'amplitude au point M est proportionnelle à une intégrale que sur x', de moins a sur 2 à plus a sur 2, de exponentielle. Alors le k, je rappelle que k c'est 2pi sur lambda. Donc ça fait moins 2i pi xx' sur lambda z dx' fois, parce que comme la fonction est séparable, on peut séparer les deux intégrales, moins b sur 2 à plus b sur 2, de exponentielle moins 2i pi y' sur lambda z dy'. Alors on a vu que quand on faisait ça précédemment, on sait ce que ça fait. Il faut se référer à ce qu'on a fait pour la fente unidimensionnelle. On va aller un peu vite. On sait que ça, c'est a fois le sinus cardinal de pi a x sur lambda z fois b sinus cardinal de pi b y sur lambda z. Pour faire ça, en fait, il faut vraiment simplement intégrer l'exponentielle et faire 2-3 manipulations. Et donc, je vous renvoie au cours sur la fente unidimensionnelle. Ce qu'on voit, c'est que finalement, quelque part, voilà, c'est le produit d'une fente en x fois le produit d'une fente en y, si ça a un sens. Et donc ça, c'est un calcul qu'il faut savoir faire, mais qui ne demande pas du tout de connaissances sur les transformés de Fourier. La seule chose, c'est que... ça, c'était le calcul classique. La seule chose, c'est que en réalité, on va en introduisant la notion de transmittance, on va pouvoir faire apparaître plus explicitement qu'il s'agit bien d'une transformée de Fourier. Donc je réécris l'expression qu'on a obtenue ici. On a une intégrale double de moins a sur 2 à plus a sur 2, de moins b sur 2 à plus b sur 2. Alors le A0, je vais le sortir et puis l'oublier. Okay. Je le mets dans la boîte à constante. Hop, ici. Il disparaît. Et on a simplement l'exponentielle de moins 2i pi. Alors on va écrire ça comme ça. X sur lambda z, x', plus y sur lambda z, y'. Dx', dy'. Et ça, on s'aperçoit qu'on n'est vraiment pas très loin d'une transformée de Fourier. La seule chose, c'est que le transformé de Fourier, c'est une intégrale de plus l'infini à moins l'infini. Mais justement, on va faire comme dans le cas de la fente unidimensionnelle. On va dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Cette fois-ci, dans les deux cas. De la fonction porte dilatée d'un facteur a en x fois la fonction porte dilatée d'un facteur b en y. Si on regarde ça, cette fonction-là, c'est une fonction qui effectivement ne peut être non nulle, et elle vaudra 1 même, que si à la fois la valeur absolue de x est comprise entre moins a sur 2 et plus a sur 2, et la valeur absolue de y
est comprise entre moins b sur 2 et plus b sur 2. Donc, au final, ça vaut 0 dans toute cette région-là et 1 dans celle-ci. Il faut faire le raisonnement complet une fois. Mais l'avantage, c'est que quand on a écrit ça, voilà, cette fonction, qu'on va appeler la transmittance, là aussi, c'est une transmittance à 2 dimensions, va nous permettre de faire apparaître que, en réalité, alors si on veut, on peut mettre des primes pour choquer personne. Alors il faut des primes dans l'intégrale, pardon, mais on va mettre des primes ici aussi, parce que on dit que c'est dans le plan initial. Donc cette fonction va nous permettre de vraiment faire apparaître qu'il s'agit d'une transformée de Fourier à 2 dimensions. Alors, bon, je vous rappelle que j'étais un peu embêté pour définir une notation pour les transformées de Fourier à 2 dimensions. Et fort opportunément, disons que je ne pensais pas que ça terminerait forcément sur YouTube, mais j'avais dit qu'une fonction de xy, quand on en fait la transformée de Fourier à 2 dimensions, c'est pas un tilde, c'est un chapeau de cow-boy. Et donc prise en nu x, nu y. Voilà. Bien, et bien si on utilise cette superbe notation, en réalité, on peut la faire apparaître ici en disant que l'amplitude au point M, c'est la transformée de Fourier de la transmittance à 2 dimensions de la transmittance prise en, alors évidemment c'est pas nu x et nu y, mais on remplace nu x par x sur lambda z et nu y par y sur lambda z. Alors maintenant, allons-y, on va faire le calcul explicite. Si on veut la transformer de Fourier de la transmittance, je ne résiste pas au plaisir de le réécrire. Prise donc en x sur lambda z, y sur lambda z. On va utiliser tout ce qu'on sait sur les transformées de Fourier. Alors la première chose, c'est qu'on va se ramener à 2 transformées de Fourier unidimensionnelles, parce que comme la fonction est séparable, on sait qu'on a le droit d'écrire que c'est la transformée de Fourier de la fonction porte, unidimensionnelle cette fois, prise en x sur lambda z, fois la transformée de Fourier unidimensionnelle, alors attention parce que là la variable c'est y, je mets la variable, on se fout du nom de la variable, le tout c'est de bien voir que c'est une transformée de Fourier, c'est un peu moche, une transformée de Fourier à une dimension et que la variable c'est y, mais c'est la transformée de Fourier de la fonction porte dilatée d'un facteur b, et on la prend en y sur lambda z. Alors, on utilise les formules de dilatation. La formule de dilatation nous dit que, en réalité, c'est la transformée de Fourier de la fonction porte prise en ax sur lambda z, et puis il y a un facteur a qui apparaît devant, et puis on a un b, là aussi c'est la transformée de Fourier de la fonction porte qui apparaît, b, y sur lambda z. Et la transformée de la fonction porte, on sait que c'est sinus cardinal de pi nu, enfin nu x, donc on remplace par un sinus cardinal de pi ax sur lambda z fois b sinus cardinal de pi bx sur lambda z. Alors je garde les a et les b, c'est à dessein, c'est que ça va nous arranger globalement. Disons qu'il y a des cas où il ne faudra pas les oublier. Mais donc, on réobtient exactement le même résultat qu'avec le calcul précédent, sauf que là, vous voyez que c'est extrêmement rapide si on utilise bien les transformées de Fourier. Alors, un petit commentaire maintenant sur la tête de la figure de diffraction. Je ne suis pas sûr qu'on voit super bien. Ici, j'ai représenté ce qui se passe pour, en réalité, une fente qui est 3 fois plus haute. Alors, 3 fois plus haute, oui, je vais faire des dessins avec du blond là. En fait, comme elle est
on a une figure de diffraction qui est plus grande verticalement, ça signifie qu'en réalité, on a une fente rectangulaire qui, au contraire, est plus, évidemment ça ne marche pas bien, est plus petite verticalement. Et voilà, donc ça c'est l'allure de la fente de l'ouverture rectangulaire initiale. Et on obtient donc ce produit de sinus cardinaux. Voilà, hop, avec évidemment une largeur typique qui n'est pas la même. Juste, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'expression de la transformée de Fourier prise en x sur lambda z, y sur lambda z, elle fait apparaître finalement une dilatation d'un facteur lambda z. Ici, le fait d'avoir ça. Donc ça veut dire que la taille de la figure, là je l'ai représentée, j'ai pris une taille arbitraire, mais elle est proportionnelle à la longueur d'onde, c'est-à-dire qu'a priori une figure bleue sera plus petite qu'une figure rouge si on garde la même fente et la même distance, et elle est aussi proportionnelle à z, c'est-à-dire que quand on va reculer l'écran, tout ce qu'on va faire, c'est agrandir la figure sans changer du tout, ni même l'allure, mais ni même sans changer le ratio entre les entre deux points. Si on prend deux points au hasard, et ben quand on va éloigner ce point-là, ce point-là, le ratio entre les deux, le ratio des intensités, il va rester le même quand on va éloigner la figure. Tout ce qui va se passer, à condition de les dilater, de suivre ces points quand ça se dilate, mais tout ce qui va se passer, c'est que la figure va se dilater. Voilà. Un troisième point vert. Voilà pour maintenant. C'était la diffraction par une ouverture rectangulaire.